Ce temps-là avec beaucoup de tendresse. Parce qu'effectivement, ces chorales populaires, les personnes qui venaient chanter là, dans ces chorales dont je m'occupais, c'était des gars qui sortaient des usines de voitures ou de camions. Alors, vous imaginez, les gars, après ces 8 heures, à cette époque-là, hein, sur les chaînes de montage, etc. Je veux dire, je sais pas quoi, pas le courage, mais l'investissement que ça représentait pour eux, après cette journée de fatigue, de venir à la chorale et d'apprendre à chanter et de chanter. Mais c'est dynamisant. Je veux dire, c'est une expérience humaine pour moi extraordinaire. Je me souviens toujours avec beaucoup d'émotion et de tendresse pour ça. Parce que en plus de ça, humainement, c'était des gars extraordinaires. Alors, ils n'étaient pas cultivés, hein, enfin ce qu'on appelle la culture intellectuelle, si vous voulez, mais ils faisaient un effort considérable. Vous vous rendez compte qu'on arrivait à chanter du Darius Milhaud avec eux? Vous leur appreniez la technique, vous leur apprenez il à fallait chanter leur apprendre ensemble. d'abord à poser la voix un peu pour que la voix sorte, qu'elle soit belle, etc. Mais il fallait leur apprendre aussi à faire fonctionner leur oreille, parce qu'ils ne savaient pas lire la musique. Ils apprenaient tout par cœur. C'est vraiment extraordinaire. Tout simplement parce que le numérique est arrivé, a été inventé et a été mis sur le marché. Il était peut-être moins onéreux que l'analogique, peut-être. C'est un peu comme la vidéo, peut-être. C'était plus abordable en numérique pour travailler le son. Ces appareils synthétiseurs plus modernes et numériques. Non, pas au début. Pas au début, parce que le numérique, tout à ses débuts, les premiers synthés, ils prenaient une salle entière, hein, c'était des trucs à lampe. Hein, on voit ça dans les bouquins d'histoire de la musique. C'était monumental. Et puis vous installiez votre système. Et puis un jour, il fallait venir 2 jours après pour entendre le son qu'on avait imaginé. Hein? Ou 2 jours après, on avait le résultat sonore de ce qu'on avait installé. Donc c'était pas si simple que ça. C'était un peu les époques héroïques. Voilà. Donc il a fallu attendre. Alors, bon, c'était onéreux en plus de ça. Hein? Et les premiers synthétiseurs, il y en avait quoi en France? Il y en avait un, puis c'est tout. Bon, donc il a fallu attendre qu'on passe de la lampe à la puce, etc., qu'on arrive à la miniaturisation et que les marchands puissent fournir, mettre sur le marché des appareils portables, hein, transportables, si vous voulez, disons d'abord, et manipulables par un grand nombre de personnes. Mais au début, il n'y avait que des institutions qui pouvaient s'offrir les premiers appareils, parce que c'était cher aussi, il n'y en avait pas beaucoup. Donc ça existait, il y en avait en France, il y en avait au GRM, il y en avait à Marseille, il y en avait... Et puis après, il en est venu à Angers, il en est venu à Bourges, il en est venu, etc., etc. Puis d'autres à Paris, dans des grandes institutions. Et puis, au fur et à mesure des miniaturisations,
eh bien, c'est devenu aussi abordable par le particulier. Et maintenant, les compositeurs, ils ne travaillent plus en studio. Ils ont leur propre studio, enfin leurs propres appareils chez eux. Bon, au niveau de la création, c'est la même chose. Moi, je ne vois pas de différence entre écrire pour la voix ou écrire pour la flûte ou je ne sais pas quoi. Non, la musique vocale a ceci de plus, c'est que, en général, il y a un texte littéraire qui est exprimé. Et là, ce texte, il dit clairement, en principe, il dit clairement ce qu'il a à dire. Et donc, la musique elle-même dit clairement ce qu'elle a à dire par rapport à ce texte. Soit en osmose, soit en opposition. Hein? Je veux dire qu'on peut très bien faire mentir le texte littéraire en faisant un bruit épouvantable quand il dit « je déclare mon amour » ou je ne sais pas quoi, et qu'on entend je ne sais pas quoi. Bon, ça fait de l'humour. Oui. Voilà, c'est ça la différence. Peut-être que l'autre différence, c'est au niveau des interprètes, qui a, me semble-t-il, plus d'interprètes instrumentistes qui acceptent de jouer de la musique contemporaine que de chanteurs ou chanteuses. Ça veut dire que c'est trop difficile techniquement, vocalement, oui, c'est trop difficile. Ça, oui. Mais ça va, c'est parce que la musique vocale a passé une crise avec les trucs comme ça, en haut, en bas, tous les sons qui ne sont pas des notes, etc., des effets de bouche. Donc j'avais fait un stage au GRM, au groupe de musique expérimentale de Schaeffer, à Paris, pendant 2 ans. Et au bout de ces 2 ans, je me suis dit, mais pourquoi ne pas à mon tour enseigner ce que j'ai appris? À cette époque-là, j'étais professeur d'histoire de la musique à Marseille. Et comme ça, dans le couloir, un jour, je rencontre mon directeur, qui était Pierre Barbizet. J'ai dit, Pierre, tu n'as pas envie d'avoir une classe d'électroacoustique dans ton conservatoire? Alors, je ne sais pas si vous avez connu Pierre Barbizet. Quand il ne voulait pas, il ne savait pas, il prenait un air extraordinaire, il regardait à l'infini. Donc, il a regardé à l'infini, il ne m'a pas répondu. Et je ne sais pas combien ça a duré, 1 ou 2 mois après. À cette époque-là, je n'habitais pas encore dans la région. Hein. Je venais faire mes cours à Marseille chaque semaine. Je faisais l'aller-retour chaque semaine. Je reçois un coup de téléphone à Paris, Barbizet, puis il me dit « Marcel, tu commences ta classe d'électroacoustique demain matin. » Le regard sur l'infini. Alors, j'ai mon téléphone, je suis complètement ahuri. Je dis, mais Pierre, avec quoi veux-tu que je fasse ma classe d'électroacoustique? Il me dit, mais c'est ça la réponse extraordinaire. Comme tout le monde, avec un tableau noir et une craie. Je dis, Pierre, s'il te plaît, on ne peut pas remettre la première classe un peu plus tard et que demain matin, on discute un peu tous les deux. Et le lendemain matin, donc j'étais à Marseille, on a discuté, j'ai dit, écoute, je peux pas avec une craie et un tableau noir faire de l'électroacoustique.
Bon, à partir de là... Pourquoi il y a du bruit avec la craie sur le tableau Oui, ça crisse. c'est vrai, oui. Il y a le son. Oui, mais il faut un micro pour l'enregistrer. Oui, il y a au moins ça. Je vous l'accorde. Non seulement un micro, mais un magnétophone. J'ai dit ce que je vais un peu expliquer. J'ai pas pensé à lui prendre l'exemple de la crème. Enfin bon. Bon, après ça s'est enchaîné de proche en proche. Il a fait un dossier auprès de la mairie pour obtenir les subventions nécessaires, enfin l'argent nécessaire pour monter cette classe. Alors, qui venait dans cette classe? Eh bien, qui venait, Pierre avait annoncé qu'il allait y avoir une classe d'électroacoustique dans son conservatoire. Et qui est venu, ben, c'est des personnes qui pour la plupart, étaient plus ou moins compositeurs, mais surtout praticiens de musique de variété. Et ça ne pouvait pas être autrement. Hein. Parce que les élèves de ce qu'on appelle les classes d'écriture, le contrepoint, l'harmonie, pour eux, à cette époque-là, l'électroacoustique, c'était vraiment du bruit. Vraiment du bruit. Donc, c'était pas de la musique. D'ailleurs, pour l'ensemble des professeurs du conservatoire, c'était pas de la musique, c'était du bruit. Donc, c'était ces gens-là qui étaient plus ouverts, si vous voulez, puisqu'ils ils manipulaient déjà plus ou moins en improvisation de la musique. Et ce sont des personnes de cette catégorie-là qui sont venus les premiers. Et puis après sont venues des personnes qui sortaient des classes d'écriture, effectivement, et qui avaient envie de faire autre chose que du système tonal. Bien. Comment dire? Si le cœur est mixte... C'est le problème que pour écrire pour un instrument, quel qu'il soit, il faut le connaître. Et que, bon, je veux dire que ce soit une chorale, il faut savoir comment ça sonne, une chorale, qu'il y a des trucs qui ne sonnent pas bien, ça s'apprend. De même qu'à l'orchestre, on sait qu'il y a tel instrument avec tel autre, ça sonne plus ou moins bien, etc. Bon, alors, si on a appris ça, ben, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est simplement d'avoir une chorale à disposition qui a envie de chanter votre musique. Il n'y a pas de chemin, il y a des occasions. Simplement, effectivement, j'ai fait des musiques pour Lanterne Magique simplement parce que j'avais un copain dont la femme faisait des plaques pour Lanterne Magique. Puis bon, elle avait une histoire d'escargot, enfin bon, et donc j'ai fait une musique comme ça, parce que le copain m'a dit, tu veux pas faire de la musique pour... etc. Bon, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait des trucs pour des disques. Je veux dire, c'est la même chose, c'est l'occasion qui fait le moine, si je peux dire. Quelque chose qui bouge pas avec quelque chose qui bouge à mettre en musique. C'est vraiment différent. Qu'est-ce qui bouge pas? Une lanterne magique, par exemple, une photo. Ah, mais la lanterne magique, ça bouge. Ça bouge, d'accord. Ça bouge parce qu'il y a le passage d'une plaque à l'autre, et puis il y a aussi le jeu sur l'éclairage. Donc, c'est pas... J'ai une projection fixe, puis une projection fixe, puis une projection fixe, c'est pas ça. D'accord. Donc, il y a un cheminement possible. Mais avec les diapos aussi, combien de choses on a fait avec Dora, avec des fonds de diapos, effectivement, mais on avait 2 projecteurs, et donc on joue des passages de l'un à l'autre, et donc ça bouge, ça fait des superpositions de sons, etc., etc. Cette prestation.
Ça dépend de votre statut. Si vous êtes un gars très connu, vous choisissez. Si vous êtes un gars pas très connu, On chante. vous attendez qu'un groupe vous dise « Est-ce que tu voudrais pas écrire pour moi ?» etc. À ce moment-là, on écrit pour lui. Mais d'écrire comme ça dans l'abstrait et puis de se dire « Je vais trouver », je pense, ça se faisait, il y a 50 ans, c'était faisable. Maintenant, ça, c'est plus, à mon avis, c'est plus faisable. Parce que, simplement, les instrumentistes qui s'appellent basson ou chorale, ils ont des problèmes financiers qu'ils doivent résoudre s'ils veulent continuer à exister. Moi, je me rappelle, quand j'étais au conservatoire à Paris, mais il n'y avait pas de difficulté pour se faire jouer. Vous alliez dans la classe de violon ou d'alto ou de je ne sais pas quoi, vous piquiez un élève à la sortie de sa classe, et, tu veux pas me jouer, hein? Il jouait. Maintenant, vous allez demander, il dira, ça coûte tant. Oui, il faut passer par les droits d'auteur et la SACEM. Voilà, à l'époque, on passait peut-être aussi par la SACEM, mais je veux dire, il y avait de la part des jeunes instrumentistes une curiosité. Enfin, moi, c'est tel que je l'ai vécu. Hein, je vois très bien. Toutes mes premières heures, j'ai jamais eu un sou à débourser. Ils jouaient avec plaisir, avec curiosité. Mais maintenant, il n'y a rien à faire. C'est temps. Donc, dans ton monde de mercantil. Sincèrement. Moi, sincèrement, j'aimerais bien que le public accepte ce que je fais, mais s'il ne l'accepte pas, bah, il ne l'accepte pas, et il est libre. Donc, ça vous est arrivé de parler avec du public après un concert pour avoir un peu leur appréciation? Alors, après un concert, vous avez les gars qui s'en vont rapidement, qui quittent la salle rapidement, on se dit ceux-là, ils ne sont pas appréciés. Il y en a quelques-uns, de temps en temps, mais peu, qui viennent vous dire « Ah, ça m'a beaucoup plu, etc. » et puis qui posent quelques questions. « Comment vous avez fait ça? Vous avez mis du temps, etc. Hein, avec quel appareil vous travaillez, etc. etc. » Mais on a peu l'occasion de parler avec le public à la fin d'un concert. Et ce qui est pire encore, pour moi en tout cas, c'est qu'on n'a presque jamais l'occasion de parler avec les collègues, avec les confrères. Est-ce que l'Internet... Les compositeurs, le copain compositeur, il ne parle pas de sa musique. Si vous voulez lancer un truc, il répond oui, non. Il ne vous pose pas de questions sur ce que vous faites. Je veux dire, le monde des compositeurs, en France en tout cas, je ne sais pas comment c'est à l'étranger, est un monde d'individus, d'un cloisonnement extraordinaire. C'est peut-être comme en peinture. En peinture, s'il peint, c'est qu'il ne peut pas parler. Si un musicien joue, c'est qu'il ne peut pas s'exprimer autrement. Il joue, c'est un art, c'est son expression. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, non, mais je pourrais très bien dire ce tableau, il me plaît, ou il me plaît pas. Ou ce tableau, ah oui, pourquoi vous avez mis telle tâche à tel endroit et pas à tel autre endroit, c'est bizarre, ça me semble. Enfin, poser des questions. Ou bien vous travaillez avec quoi? Avec des fusains ou avec du vinyle? Je sais pas. Je sais, on pourrait poser des questions. Et ça se pose pas?
Les questions ne se posent pas. Pour dire que le public est bon public. Le public des réalisations audiovisuelles est un bon public. Il accepte beaucoup de choses. Beaucoup plus que le public qui va pour entendre un concert uniquement de musique sans images, etc. Et exemple, on était c'est à Port-Saint-Louis ou à oui, je crois que c'est à Port-Saint-Louis, c'est arrivé. Tout à coup, on avait, pour dire à quel point le public audiovisuel est un bon public, c'était à Port-Saint-Louis, et pour améliorer notre technique, au lieu de passer les diapositives à la main, enfin de les commander à la main, on avait un système qui faisait que les diapositives passaient toutes seules. On avait organisé le truc, donc il n'y avait plus qu'à laisser courir. Et voilà que le système se détraque, et que les diapositives se mettent à passer à toute vitesse. Le temps que j'arrive à arrêter ce système et à le remettre, j'en étais malade. Mais à la fin du spectacle, il y a plusieurs personnes qui sont venues nous dire « Il y a eu un moment extraordinaire dans votre spectacle. Tout à coup, il y a eu des diapositives qui passaient à toute vitesse. C'était magnifique !» Oui, le public est bon public. Le public est vraiment bon public.